Le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem commémore l'assassinat de plusieurs millions de Juifs par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les atrocités qu'ils ont subies ont profondément marqué la conscience collective. Yad Vashem a pour mission de garder vivace la mémoire de l'Holocauste. Sur la colline, à l'ombre des arbres, se dressent les plaques à la mémoire des non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver la vie de juifs. Des hommes comme Oskar Schindler ou Raoul Wallenberg. On les appelle les justes des nations. Pour l'historien et écrivain Robert Satloff, il manque cependant un groupe ethnique. Il y a ici plus de 20 000 noms de gens qui ont aidé à sauver des Juifs pendant l'Holocauste. Environ 60 d'entre eux sont des musulmans, ici des Albanais, là des Bosniaques. Un arbre a été planté en haut de la colline en mémoire de l'unique Turc. Mais curieusement, parmi ces 20 000 noms, il n'y a pas un seul arabe. S'il y avait eu un Oskar Schindler arabe, les Arabes auraient peut-être une approche différente de l'Holocauste. Ce film retrace les recherches de Robert Satloff pour retrouver des Arabes qui ont sauvé des Juifs. Le 11 septembre 2001, Robert Satloff, directeur d'un institut de recherche réputé à Washington, a rendez-vous à New York, au centre Rockefeller. Le 11 septembre 2001, j'étais à New York pour assister à une réunion du conseil d'administration de mon institut. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 36e étage, j'ai ouvert la porte et j'ai vu un nuage de fumée sortir sur le côté du World Trade Center. Et puis ça a été l'enfer. Nous avons passé plusieurs heures à suivre à la télévision le déroulement des événements de cette journée. Les tours en feu, la fumée, les cendres. Très vite, des images d'Auschwitz se sont superposées dans mon esprit. Les cheminées, la fumée, les cendres. Le World Trade Center avait déjà été la cible d'un attentat en 1993. C'est pourquoi le spécialiste du Moyen-Orient, Robert Satloff, soupçonne des islamistes d'être à l'origine de ces terribles attaques. En quelques heures, la ville de New York change d'aspect. La ville s'était vidée comme une ville fantôme. On pouvait marcher au milieu de la 5e avenue. Et j'ai commencé à réfléchir à l'abîme qui sépare la connaissance de la compréhension. Pas entre nous et les Mohamed Atta qui se sont par la suite avérés être les auteurs de ces attentats, mais à l'abîme qui existe entre le monde occidental et ce que je considérais être la société arabe musulmane dont étaient issus les auteurs des attentats du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre sont l'occasion pour Robert Satloff d'enquêter sur les rapports du monde arabe avec l'Holocauste. J'ai décidé que ma modeste contribution pour aider à surmonter les traumatismes du 11 septembre serait de réfléchir au problème du déni de l'Holocauste dans les sociétés arabes. L'occasion se présente quelques mois après les attentats du 11 septembre. L'épouse de Robert Satloff, qui travaille pour la Banque mondiale, est promue au poste d'économiste en chef au Maroc. À cette époque, il était inhabituel pour une famille juive de s'installer dans un pays arabe. C'était peu après les attaques du 11 septembre, quand la plupart des Américains, et surtout les Juifs américains, quittaient les pays arabes pour rentrer aux États-Unis. Le Maroc est réputé pour son ouverture et sa tolérance. Mais pendant notre séjour au Maroc, il y a eu 5 attentats à la bombe à Casablanca, et la plupart d'entre eux visaient des cibles juives.
Cela fait plus de 20 ans que Robert Satloff parcourt le Moyen-Orient. Au cours de ses séjours, il a découvert que les Arabes connaissaient mal l'Holocauste. Beaucoup nient son existence, et pas seulement les extrémistes islamistes. Même les grands quotidiens arabes remettent régulièrement en cause l'existence de l'Holocauste. Le déni de l'Holocauste ne provient pas des pays arabes, mais il y est très répandu. On le voit dans les médias populaires, à la télévision. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a ce que j'appelle la glorification de l'Holocauste. فاليهود طبعا عمالين بيقولوا المحارق اللي حصلت في ألمانيا ده كان بسبب أعمالهم كانوا بيقتلوا في الألمان وكانوا بيثيروا الفتن. Mais l'attitude la plus répandue est ce que j'appelle la relativisation de l'Holocauste. La relativisation de l'Holocauste est un phénomène très répandu. Pour combattre l'ignorance, Robert Satloff décide d'amorcer un dialogue avec des Arabes sensibilisés au sujet. La question était, comment m'y prendre? Quelle accroche choisir? Le problème était qu'il s'agissait d'une histoire éloignée, celle de fascistes européens qui avaient tué des Juifs européens. Et puis j'ai trouvé, y a-t-il eu des Arabes qui ont sauvé des Juifs? Et je suis parti à la recherche d'un Arabe qui aurait sauvé un Juif. La recherche d'un Oscar Schindler arabe devient le projet le plus ambitieux de la vie de Robert Satloff. Une équipe constituée de chercheurs, documentaristes, interprètes et journalistes part sur les traces d'un Schindler inconnu dans 11 pays tout autour de la planète. Le quartier portuaire de Casablanca, au Maroc. C'est ici que Robert Satloff découvre que l'Holocauste fait également partie de l'histoire arabe. Ce café rend hommage au grand film Casablanca. Dans ce film hollywoodien de 1942, l'Américain Rick Blaine, interprété par Humphrey Bogart, dirige une boîte de nuit, le Rick's Café, un lieu de rencontre pour immigrés. La décoration intérieure s'inspire du décor du film et rappelle l'époque où le Maroc était un protectorat français et où le régime pro-fasciste de Vichy collaborait avec l'Allemagne nazie. Si vous regardez attentivement Casablanca, il y a une scène fantastique entre le commandant Strasser et Ilsa, dans laquelle l'Allemand essaye de la convaincre de dénoncer son mari. Le mot-clé est ici, au Maroc. Même la scène la plus célèbre du film, la scène d'adieu à l'aéroport, évoque les camps de concentration. 9 chances out of 10 we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid Major Strasser would insist. Maybe not today. Le film est sorti pendant la guerre, et ils avaient vu juste. La plupart des camps de concentration en Afrique du Nord n'ont pas été construits par les nazis. Avant l'occupation du Maghreb par les Allemands, le régime de Vichy avait déjà installé plusieurs dizaines de camps au Maroc et en Algérie. Les fascistes italiens construisent eux aussi des camps, comme le terrible camp de Djado en Libye, où plus de juifs furent tués que partout ailleurs en Afrique du Nord. Si on y ajoute les camps allemands en Tunisie, au total, il y avait plus d'une centaine de camps dans les pays arabes. Les camps construits au Sahara figuraient parmi les pires camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Les gardiens étaient indifférents au sort des prisonniers, et les camps étaient dirigés d'une main de fer. Ces recherches pour trouver un Arabe ayant caché des Juifs, pour qu'ils ne soient pas déportés dans un camp de concentration, conduisent Robert Satloff à une ferme isolée, à l'ombre du Jabal Zarwan, une montagne tunisienne. Il y rencontre un vieil Arabe qui se rappelle bien cette époque. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, et vous? Bien, merci. Mohamed Ballul Al-Gadri se souvient bien de l'époque où les Juifs étaient internés, dans des conditions terribles, dans un camp près du pont du village.
ils y étaient régulièrement torturés par les Allemands. Ils devaient se tenir en file, l'un derrière l'autre, et ils recevaient des coups. En 1943, au plus fort de la campagne de Tunisie, certains réussissent à s'enfuir. Au printemps 1943, les Alliés se battent contre les Allemands à l'extérieur du camp. Dans le feu du combat, une soixantaine de Juifs, des travailleurs forcés, détenus dans un camp, réussissent à s'évader et cherchent un refuge. Ils frappent désespérément à ce portail. Ali Sakat ne connaissait pas l'issue de la bataille. Il ne savait pas qui des Allemands ou des Alliés serait victorieux. Il a dû prendre une décision rapide, les faire entrer ou les laisser dehors. Et il a décidé de cacher les 60 personnes. Pourquoi cette histoire, qui fit la une des journaux il y a plus de 60 ans, est-elle tombée dans l'oubli? Et pourquoi Ali Sakat n'est-il pas considéré comme un héros, de la même façon par les Juifs que par les Arabes? L'une des questions qui revient constamment dans mes recherches est la suivante. Pourquoi les histoires comme celle-ci ne sont-elles pas de notoriété publique? Je crois que c'est surtout lié à la politique. Les Arabes ne voulaient pas que cela se sache. Dans de nombreux pays arabes, il aurait été dangereux d'avoir aidé des Juifs. Lorsque Robert Satloff part à la recherche des descendants d'Ali Sakat, il découvre qu'aucun d'eux ne connaît cette histoire. Peut-être ne voulait-il pas la connaître. Ali Sakat, merci beaucoup. Je vous en prie. En revanche, le petit-fils d'Ali Sakat est fier de l'acte héroïque de son grand-père. Mais comment le reste de la famille réagirait-il à une plaque destinée à commémorer le courage d'Ali Sakat? Je ne pourrais pas vous répondre là, honnêtement, là aussi, parce que là, vous allez me dire, je vais mettre une plaque au niveau de la propriété. Ça, c'est une discussion en famille. Il y a ceux qui seront pour, ceux qui seront contre, pensent que l'occupation allemande a fait beaucoup de mal aux Juifs. D'autres, avec ce qui se passe avec les télévisions Al Jazeera, ce qu'on montre ensuite sur la Palestine, je pense que là, les idées changent. Beaucoup de Tunisiens aussi ont de la sympathie pour le peuple palestinien quand ils les voient souffrir, etc., etc., etc. Voilà. L'histoire commune des Arabes et des Juifs d'Afrique du Nord ne date pas d'hier. Lorsqu'en 623 après Jésus-Christ, les conquérants arabes introduisent l'islam en Afrique du Nord, la religion juive est tolérée. C'est l'âge d'or de l'architecture, de l'éducation, du commerce et de la culture. Il est évident qu'au cours du dernier millénaire, si l'on était juif, il valait mieux être né dans un pays musulman que dans un pays chrétien. Cela étant dit, la situation pour les Juifs nés dans des pays musulmans n'était pas rose. Aujourd'hui, on parlerait de citoyens de seconde classe. Les Juifs étaient soumis à des lois particulières qui stipulaient comment ils devaient s'habiller, où ils devaient habiter et quels emplois ils pouvaient occuper. De temps à autre, ils étaient victimes de violences, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays arabes du Proche-Orient. C'était des événements ponctuels, mais courants. Dans les années 30, les communautés juives d'Afrique du Nord sont exposées à des menaces d'un genre nouveau. En Europe, le fascisme et l'antisémitisme sont alors en forte progression. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört.
La Deuxième Guerre mondiale, l'avancée des nazis avec leurs objectifs barbares, constitue une menace vitale pour les quelques 500 000 juifs qui résident dans les pays arabes d'Afrique du Nord. Le voici. C'est le seul mémorial de l'Holocauste de toute l'Afrique du Nord. Ce groupe de juifs tunisiens a été déporté et assassiné en Europe. Il s'agit de Joseph Chemla et de ses deux fils, Gilbert et Jean. Sur les traces de la famille Chemla, en France. À Paris, Robert Satloff rencontre un homme dont la famille a vécu la tragédie des Juifs d'Afrique du Nord. Voici mon grand-père, Joseph Chemla, à l'âge de 54 ans. C'est peu avant son arrestation. À Tunis? À Tunis. Voici mon père Gilbert. Gilbert Chemla. À l'époque, il a 20... Gilbert Chemla était cadet dans la plus prestigieuse académie militaire française, l'école polytechnique. En 1940, lorsque l'Allemagne attaque la France, Gilbert risque sa vie sur le front. La campagne de Hitler se transforme en blitzkrieg. Sous les ordres de généraux comme Erwin Rommel, les colonnes de blindés allemands progressent à une vitesse inédite. Pour les Juifs français, la situation empire de jour en jour. Les collaborateurs français, sous l'égide du maréchal Pétain, sont aussi antisémites que les nazis de Hitler. Toutes les mesures discriminatoires appliquées à l'encontre des Juifs en Allemagne ont été reprises par la France de Vichy. Les Juifs sont exclus de la vie publique française. La France n'est plus un pays sûr pour les Juifs. Quand mon père est revenu en Tunisie rejoindre sa famille, c'était tout d'abord pour travailler, aussi pour échapper aux lois imposées par le gouvernement français, les lois anti-juives, les lois de Vichy. Même les Juifs d'Afrique du Nord ne sont plus en sécurité. Il y avait des photos de Pétain partout, et bon, le salut fasciste et compagnie, hein. Les archives de la presse, à Rabat, témoignent du mépris du régime de Vichy à l'encontre des Juifs d'Afrique du Nord. Les propriétaires de magasins juifs sont expropriés. Les Juifs n'ont plus le droit d'exercer leur profession. Des milliers d'enfants juifs sont exclus des écoles. Ils ont été déchus de la nationalité française, pour ceux qui étaient français. Et bon, il y avait le même régime qu'en France, sous Vichy. Le frère cadet de Gilbert Chemla, Jean, est victime des lois antisémites de Vichy. Il doit quitter le lycée. À l'époque, les Juifs d'Afrique du Nord sont autant en danger que les Juifs européens. Au Maroc et en Algérie, le gouvernement de Vichy fait construire des dizaines de camps de travail. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien, si ce n'est quelques traces à Tandrara, au Maroc. Ces bâtiments en ruine rappellent les horreurs passées. C'est un véritable réseau de camps qui traverse le Sahara du Nord, le long d'une ligne qui va du Maroc jusqu'en Algérie. Les détenus sont essentiellement des Juifs originaires d'Europe centrale qui se sont réfugiés en France pour échapper aux nazis, avant d'être déportés ici.
Des films de propagande du régime de Vichy montrent des travailleurs forcés qui construisent une ligne de chemin de fer dans le Sahara. La plupart d'entre eux sont des détenus politiques. Un tiers environ a été arrêté pour le seul crime d'être juif. À 2 heures de route de la ville de Bergent, on rencontre d'autres traces de l'horreur. Les détenus avaient surnommé ce lieu le Buchenwald du Sahara. Voici la gare. Le camp de travail se trouve près d'ici. Les Juifs ont construit cette ligne de chemin de fer avec d'autres travailleurs forcés. On le sait parce qu'il existe des témoignages de survivants juifs polonais qui ont raconté leur histoire au service secret britannique après la libération. Selon la déposition d'un survivant, le commandant du camp accueillait les nouveaux arrivants avec les mots suivants. Vous êtes tous venus ici pour mourir. Vous êtes le rebut de l'Europe. Mon travail est de faire en sorte que vous mouriez tous ici. Et je fais bien mon travail. On pouvait mourir de nombreuses façons. On pouvait attraper la dysenterie, le paludisme, mourir de faim, de soif, d'une piqûre de scorpion ou de vipère. On mourrait alors en moins d'1 heure. Mon meilleur ami a dû creuser sa propre tombe et se coucher dedans pendant une journée entière sans pouvoir se couvrir. Ils lui ont d'abord crevé un œil, puis cassé les bras. Et il est mort au bout de plusieurs jours. En 1942, la Tunisie est le seul pays arabe à être occupé par l'Allemagne. Les soldats de la Wehrmacht quittent l'ancienne Carthage pour occuper le centre-ville moderne de Tunis. La communauté juive est de plus en plus menacée. Les SS installent leur quartier général dans l'ancien hôtel Majestic sous le commandement du lieutenant-colonel Walter Rauf. Walter Rauf est connu pour être l'un des inventeurs des camions à gaz utilisés en Europe de l'Est. Il a tué des milliers et des milliers de Juifs. Walter Rauf ordonne que 2000 hommes juifs soient rassemblés dans cette station de tramway pour effectuer des travaux forcés. Mais la communauté juive ne réussit pas à réunir suffisamment d'hommes dans le délai imparti. Le 9 décembre 1942, Rauf prend d'assaut la principale synagogue et déporte vers un camp les hommes qui y priaient. De retour à Paris, Robert Satloff rencontre des Juifs qui ont survécu à l'Holocauste en Tunisie. Ils ont mis des affiches à la synagogue qui demandaient des travailleurs d'esclavage, 500 personnes. Les travailleurs étaient tous obligés de porter l'étoile jaune avec la mention juif. Ils prenaient des enfants de 12 ans, 10 ans, qui encore ils sont costauds. Moi j'avais 10 ans à l'époque, j'étais jeune, je pouvais travailler. Et ensuite, il ne fallait pas flâner, il ne fallait pas travailler assez vite. Et si on perdait du temps, ils nous donnaient des coups de crosse. Pendant le bombardement de Tunis, les Juifs doivent continuer à travailler. Pour beaucoup, ce sera leur arrêt de mort. Et il y a eu plus d'une personne qui, en sortant, le bombardement avait commencé. Il y a eu des éclats de bombes et ils ont été tués par les bombardements. À Paris, Robert Satloff veut savoir comment les Arabes traitaient leurs voisins juifs. Comme la plupart des non-juifs en Europe, les Arabes sont indifférents aux persécutions de leurs compatriotes juifs. Beaucoup souffrent eux-mêmes de privations consécutives à la guerre, mais il existe aussi des manifestations de haine. Ils nous disaient, je me rappelle toute ma vie, les Juifs, les Juden, vous allez être tous égorgés. Donc ils ont fait une chanson en arabe en disant tape de la pelle, c'est-à-dire travaille avec la pelle. Shalom, shalom c'est pour désigner les Juifs. Quelques Arabes vont même jusqu'à s'engager dans l'armée allemande. D'autres offrent leurs services pour garder les camps de travail dans lesquels sont internés les Juifs. En recherchant des survivants des camps, Robert Satloff tombe par hasard à Paris
sur un homme qui avait réussi à échapper aux troupes SS de Walter Reuf. Un voisin arabe avait risqué sa vie pour sauver celle de Joseph Nakache. Nous avons, à côté, à la retranche où on habitait, il y avait un arabe, il s'appelait Abdeljalil. Il avait un hammam. Il m'a dit à moi de venir, s'il y a les Allemands qui viennent, de venir chez lui. Et il était gentil avec nous. Vous payez d'argent? Non, rien. C'est seulement... Seulement, oui. Bon, de la bonté. Pendant l'occupation allemande, Joseph Nakache vit dans ce quartier d'ouvriers à Tunis. C'est le quartier des tailleurs de pierre. Le mot arabe pour tailleur de pierre ou polisseur de marbre est Nakache. Joseph Nakache m'a raconté une histoire très détaillée pour quelqu'un qui a vécu ces événements il y a plus de 60 ans. J'ai donc voulu vérifier son histoire. Il y a là-bas une rue qui s'appelle rue Nakache. Il y a donc une rue Nakache, mais le hammam, c'est en face de cette rue-là. Allez voir, moi je ne sais pas. Merci beaucoup. La voici, Zanka Nakache. C'est la rue Nakache. So this is Nakache Street. Bonjour madame. Bonjour. Je cherche une vieille maison de la famille Nakache. C'est la maison des Nakache. Merci. Y a-t-il un bain public près d'ici? Le hammam est de l'autre côté. De l'autre côté, le hammam. Il faut tourner là-bas. Donc à droite par là? Merci beaucoup, madame. J'ai trouvé sa maison. J'ai trouvé le hammam. Bonjour. Est-ce que c'est le hammam de M. Abdeljalil? Exactement. Ah oui? Oui. Et vous êtes qui? Vous êtes... Je suis son fils. Le fils de M. Abdeljalil? Oui, le fils de M. Abdeljalil. On a trouvé le fils du propriétaire du hammam et il nous a raconté quel genre d'homme était son père. Ah, c'est la photo de votre père, hein? Exactement. Hamza, c'est le propriétaire même. Est-ce que vous souvenez-vous de la famille Nakache? Oui. Ou le nom Nakache? J'entends parler de ça. Ah oui? Oui. Oui. Pourquoi vous pensez que votre père cachait M. Nakache ici? Parce qu'il a caché M. Nakache. Parce que les musulmans et les Israéliens, les Juifs, comme vous le dites, ils étaient presque comme des frères. Comme des frères. Chacun sa religion. Mais on a vécu comme des frères. Alors, magnifique. Pour nous, c'est un honneur. C'est un honneur. Surtout, c'est Juifs, aux chrétiens, aux musulmans. C'est un humain. Oui. Ça fait partie de l'humanité. Il y a des bons partout, hein, vous savez. Chez tout le monde, hein. Faut pas dire que tout le monde c'est méchant, non. Il y a des gens qui sont gentils, sont humains. Robert Satloff découvre rapidement que l'histoire de Joseph Nakache n'est pas un cas isolé. Maroc, le mausolée du roi Mohamed V à Rabat. À l'intérieur, les imams récitent pendant des heures les versets du Coran. Pendant la guerre, le roi du Maroc s'oppose au régime de Vichy. Il déclare qu'il n'y a ni juifs ni arabes dans son royaume, mais seulement des sujets marocains. Le haut fonctionnaire André Azoulay a travaillé à la cour des deux derniers rois du Maroc. Il a dit non. Non à toutes les lois scélérates de Vichy. Et moi, je continue de penser longtemps après, donc plus de 50 ans après, que cette
Mohamed V qui a donné tout son sens à cette notion d'honneur, de courage en politique. Le juif marocain Serge Berdugo nous raconte l'histoire d'un général de Vichy qui avait dit à Mohamed V « Voici 200 000 étoiles jaunes pour les juifs de votre pays. » Et le roi aurait dit « Mais ce n'est pas suffisant, il vous en faut au moins 20 de plus. » Le gars se dit « Mais pourquoi 20 ?» Il dit « Parce que c'est exactement le chiffre de moi et de ma famille. » Alors cette histoire, elle a couru dans tous les mélas. En Algérie, les lois anti-juives de Vichy se heurtent à la résistance des religieux musulmans. Les autorités religieuses, les imams d'Alger, déclarent du haut des chairs de leur mosquée qu'il est interdit aux croyants d'administrer les propriétés qui ont été confisquées aux juifs. Tous les musulmans d'Alger respectent ce décret. Bien que la Tunisie soit sous le contrôle des nazis, le bey de Tunis, Monsef Bey, résiste. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour retarder les représailles prévues contre les Juifs. Et recevant la délégation juive, mon grand-père, il avait dit à cette délégation qu'il considérait les Juifs comme ses enfants, au même titre que les musulmans. Les nazis resserrent leur étau sur la Tunisie occupée. Après l'effondrement de la France et son retour à Tunis, Gilbert Chemla constate que la situation de la communauté juive d'Afrique du Nord s'est dégradée. À la fin de l'année 1942, la famille Chemla s'installe sur la côte, à Hammamet. Gilbert, son frère et son père décident de rallier la résistance. Les trois hommes veulent rejoindre secrètement l'Algérie pour lutter contre les nazis et le régime de Vichy. La villa Sébastien est située dans la rue principale de Hammamet. Pendant la guerre, elle sert de QG au général allemand Erwin Rommel. Un ami de la famille Chemla doit les aider à effectuer ce dangereux périple. Et ils ont mis leur sort entre les mains d'un ami de mon grand-père qui était censé les convoyer donc, à travers les lignes allemandes. Déguisés en paysans tunisiens, les frères Chemla et leur père s'apprêtent à passer la frontière algérienne à Dodane. L'ami qui doit les aider est l'arabe Hassan Ferjani. Mais celui-ci trahit les Chemla et les conduit directement au poste de contrôle allemand de la villa Sébastien. Malheureusement, donc l'ami de mon grand-père les a trahis. Et donc les Allemands les ont arrêtés alors qu'ils étaient habillés donc en tunisien. Gilbert Chemla, son frère et son père sont arrêtés et jetés dans le cachot d'une ancienne forteresse turque. La principale preuve contre eux est le témoignage de Ferjani qui les accuse d'espionnage. Et il ajoute qu'ils ont l'intention de s'évader pour nuire aux intérêts allemands et tunisiens. Alors que son mari et ses deux fils sont détenus en prison, la femme de Chemla fait tout son possible pour obtenir leur libération. Elle informe les autorités allemandes que son mari est officier de l'armée française et qu'on ne peut pas le jeter en prison comme un malpropre. On lui répond « Alors vous n'auriez pas dû épouser un juif ». En avril 1942, les Chemla sont envoyés en Allemagne avec d'autres prisonniers. Et là, donc, tous ces prisonniers ont été envoyés dans des camps d'extermination, de concentration. Et mes parents ont été envoyés à Dachau, où ils sont restés donc 1 an. Les nazis attendront 12 mois avant de sceller le sort des Chemla. Ses recherches conduisent Robert Satloff dans cette ferme tunisienne. Il y découvre une histoire étonnante. Il a obtenu cette piste par une femme juive en Californie. Peu avant sa mort, Annie Boukris lui avait parlé d'un propriétaire foncier arabe qui avait caché 2 familles, dont la sienne, dans sa ferme, leur sauvant ainsi la vie. Les recherches de Robert Satloff pour retrouver l'homme qui a sauvé ces 2 familles juives
commencent à New York. Khaled Abdul Wahab y a vécu quelque temps dans les années 30. Il a posé pour des photos comme mannequin. Il a fait des études d'architecture, d'histoire de l'art et d'archéologie. C'était un homme du monde. Khaled était un homme extrêmement séduisant. Selon l'un de ses associés, Khaled aimait les femmes, mais les femmes l'aimaient encore davantage. Khaled n'a jamais beaucoup parlé de lui-même ni de sa vie. Ahmed Smaoui était l'un de ses rares confidents. C'est un homme extrêmement pudique. Mais je sais que il avait eu une période mouvementée, justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il avait fait des choses. Je savais que sa maison d'Etlalsa et d'El Jem avait été au cœur de choses importantes. Même la propre fille de Khaled sait peu de choses sur les actes héroïques de son père. Il m'a dit que pendant la guerre, il avait logé des familles juives dans la ferme. Je lui ai répondu « OK ». Et c'est tout? Oui. Ça vous a étonné? Pas du tout. Il n'a pas dit une phrase entière. Juste 3 ou 4 mots. Pour en savoir plus, Robert Satloff retourne à Paris. Il y rencontre la cousine d'Annie Boukris, qui figurait parmi les Juifs cachés chez Khaled. Edmé Machlia avait 11 ans quand l'armée allemande a occupé la maison de ses parents. Mes parents nous ont dit « Ramassez vos affaires, on s'en va ». Donc, on avait tout laissé, nos meubles, on a pris juste les habits. Dans un premier temps, la famille d'Edmé et celle de sa cousine Annie sont cachées dans une usine d'huile d'olive. Mais les familles juives n'y sont pas en sécurité. Elles courent un grand danger, et Khaled Abdul Wahab le sait. Quand les Allemands arrivent à Mahdia, Khaled, qui est un homme aisé et respecté, décide d'inviter des officiers allemands à sa table pour connaître leurs intentions. À cette occasion, Khaled apprend que l'un de ses officiers a jeté son dévolu sur une femme juive qui s'appelle Odette Boukris. Khaled sait que la famille d'Odette Boukris a été expulsée de chez elle et qu'elle s'est réfugiée dans une usine d'huile d'olive. La même nuit, Khaled se rend à l'usine d'huile d'olive pour avertir les familles juives qu'elles n'y sont plus en sécurité. Khaled les emmène dans sa ferme et cache les deux familles dans les étables. Plus de 60 ans plus tard, Edmé, accompagnée de Faiza, la fille de Khaled, retourne sur les lieux. J'ai beaucoup pensé hier. J'ai beaucoup pensé hier soir avant de dormir. Je suis très excitée. Je suis un peu nerveuse parce que c'est une journée très importante pour moi. Je vais accompagner Edmé à la ferme. Il y a un lien très particulier entre nous. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais voir. J'ai des souvenirs et je vais voir si ce que je vais voir, c'est comme mes souvenirs. C'est complètement changé. C'est fou. C'est vraiment une grande émotion. Les souvenirs de cette époque terrible, les sentiments, tout cela submerge Edmé. À quoi pensez-vous en ce moment? Mon père, ma mère, la guerre. C'est dur. Et puis, bon, le temps a passé, hein. La ferme de Khaled semble être une cachette idéale pour les deux familles juives. Mais peu après leur arrivée, un régiment allemand dresse son camp à côté de la propriété de Khaled. Khaled est venu nous dire
Ne portez pas votre étoile jaune. Je ne veux pas qu'ici, on sache que vous êtes juif. Edmé cherche l'étable où les deux familles se sont cachées. On arrive au village, c'était par là. C'est par là, et c'était les maisons qui habitaient là. Alors derrière, voilà, tu vois. Voilà. C'est ça. C'était ça plus les autres murs. Voilà, c'est ça. On habitait là, dans cet endroit. Dans cet endroit. Ça me paraît logique. Ça me dans paraît cet endroit, on habitait là. La famille Dany était là, et nous, on était là. Et vous étiez là. Ouais. Juste tout à côté. Tout à côté. Tout à côté. Et seulement un rideau entre un rideau. les deux. Non, pas un rideau à la porte et un rideau à la porte. Oui. Je resitue bien maintenant, ça y est, parce que c'est vrai que l'allée, elle était là-bas et qu'on se cachait. Une nuit, un soldat allemand y découvre les deux familles. Khaled invite régulièrement des soldats allemands chez lui pour être informé de leur plan. Une nuit, un officier ivre pénètre dans l'étable où se cachent les deux familles juives. A dû se perdre dans le jardin ou je ne sais pas. Est arrivé jusqu'à la maison, enfin la chambre où était la famille Boukris. Edmé, transi de peur, entend tout. Il est donc rentré parce qu'il n'y avait pas de porte, nous avions des rideaux. Et il est arrivé et il leur a dit, il a tenu un discours pendant 2 heures. Pendant 2 heures, à ces pauvres femmes, il leur a dit, je sais que vous êtes juifs et je vais vous tuer ce soir. Et je vais commencer par toi. C'est à ce moment précis qu'arrive Khaled. Elle m'a dit, on a vu arriver le Messie. Ah, on voit tout d'un coup la porte, le rideau qui s'ouvre, et Khaled qui arrive, et qui le cherchait partout, et qui l'a pris, et qui l'a emmené. Heureusement, Khaled avait désarmé l'officier, il l'a calmé et l'a fait sortir. Et il a dit le lendemain à la famille, heureusement qu'avant de leur donner à manger et à boire, je les désarmais. Parce qu'autrement, ce jour-là, il aurait dû y avoir un massacre. Au printemps 1944, le vent tourne pour les troupes allemandes en Tunisie. Elles sont coincées entre deux fronts. Les Américains arrivent par l'Est et les Britanniques par l'Ouest. The Germans' great African war machine collapses. 175,000 surrendered to the Allies in 5 days. C'est la fin des souffrances des Juifs en Afrique du Nord. Hysterically happy crowds hail the British, the French, the Americans as liberators. C'est la fin de l'oppression. Eagerly, a liberated people destroy all reminders of the Nazi occupation. La France libre prend le contrôle de l'Afrique du Nord. Les traîtres sont traduits en justice. Parmi eux, Hassan Ferjani, l'homme qui avait trahi Joseph Chemla et ses 2 fils. Hassan Ferjani a été arrêté par les Français libres et donc ils ont fait leur enquête et ont découvert donc le rôle terrible de Ferjani dans toute cette affaire. Mais la libération arrive trop tard pour les Chemla. Au moment même où Hassan Ferjani doit répondre de ses actes devant la justice en Tunisie, Joseph et ses fils sont transférés de Dachau à la prison de Halle. Ferjani est condamné à 14 ans de prison. Les Chemla sont moins chanceux. Ils ont été jugés par la plus haute instance judiciaire du Troisième Reich, le tribunal donc de guerre militaire du Troisième Reich. Ils ont été condamnés à mort en mai 1944. Un matin de juillet 1944, on vient chercher Gilbert, Jean et leur père Joseph dans leur cellule. Et tous les 3 ont été exécutés par décapitation en présence les uns des autres. D'après le témoignage d'un codétenu, les Chemla ont été guillotinés parce qu'ils étaient juifs. Dans sa dernière lettre adressée à sa femme Lila, Gilbert lui demande de prodiguer tout son amour à leur fils Frédéric, alors âgé de 3 ans. La lettre figure dans un livre écrit par Frédéric. Tu hésiteras devant la conduite à tenir près de lui.
Lila, au nom du ciel, ne fait pas de lui un bourgeois. Apprends-lui que donner vaut mieux que recevoir. Que la camaraderie est le plus grand bonheur du monde, que travailler cause de la joie quand c'est fait de façon intelligente. Il est dur de te faire comprendre dans une lettre ce que je voudrais faire moi-même, faisant un homme d'honneur et de parole. Voilà ce que je voudrais retenir. Il lui dit, maintenant Lila, je vais te dire une chose qui me brise le cœur, mais que je crois indispensable à ton bonheur et à celui de Freddy. Lila, il faut te remarier. Voilà. Plus de 60 ans plus tard, Edmé Maslia revient sur les lieux de son enfance. Elle se souvient de l'époque avant la guerre, lorsqu'Arabes et Juifs vivaient encore en bonne entente. Il y avait le respect de la religion juive et l'acceptation. Quand c'était l'Aïd, les Juifs fermaient le magasin. Quand c'était Rosh Hashanah, les Arabes fermaient le magasin. Les jours de Kippour, tout était fermé. Aujourd'hui, les Juifs ne représentent plus qu'1% de la population du Maghreb. Après la fondation de l'État juif, en 1948, de nombreux Juifs émigrent en Israël. Puis, dans les années 50, on assiste à l'émergence du nationalisme arabe qui encourage l'expulsion des Juifs. À Mahdiya, il ne reste plus qu'un seul Juif. Il s'occupe de la synagogue qui tombe en ruine et allume les bougies pour le Shabbat. Avec son livre intitulé « Among the Righteous », en français « Parmi les justes », Robert Satloff veut poser le premier jalon pour un nouveau dialogue entre Juifs et Arabes. J'ai fait des conférences sur ce sujet dans de nombreux pays arabes et j'ai accordé des entretiens dans différents pays. Des entretiens qui donnent toujours lieu à des discussions enflammées. Il y a aussi de l'Holocauste qui est en train de se passer en Palestine. Faut pas uniquement parler. Je crois que la réaction d'hostilité la plus courante est « Pourquoi parler de l'Holocauste des Juifs alors que l'Holocauste des Palestiniens se déroule actuellement sous nos yeux ?» Depuis 48, il y a l'Holocauste. On est d'accord, on est d'accord. Il faut en parler. On est d'accord. On est d'accord. Allez, rentre. Les Arabes ne sont pas responsables de l'Holocauste, mais certains Arabes ont fait un choix personnel pour le meilleur et pour le pire. Même à l'époque des nazis, les Arabes ont fait un choix. Jusqu'à présent, l'Holocauste était presque toujours considéré du point de vue des Juifs européens. Les souffrances indicibles dont les Juifs européens ont fait l'objet ont occulté celles de la communauté juive d'Afrique du Nord. Au cours de ses recherches, Robert Satloff a rencontré de nombreux Juifs qui ont été sauvés par des Arabes. 2 ou 3 amants, ils sont avec mitraillettes, mais grâce à... Il y avait un Arabe qui s'appelait Hassin. Ils sont restés dehors et lui, il a gardé la porte avec ses 2 mains. Quand les Allemands ils commençaient à taper les portes, la voisine, Shelby, elle s'appelait, elle lui a dit, aie confiance. Elle lui a dit, Amen, c'est confiance en arabe. Laisse-la avec mes enfants, n'aie pas peur. Si je retrouvais le musulman arabe qui a sauvé ma famille, je l'embrasserais, je le prendrais dans mes bras et je le remercierais. Que diriez-vous si Yad Vashem honorait également des Arabes en tant que justes? J'en serais heureux. Nous n'oublierons jamais ceux qui ont eu le courage d'être des justes à une époque où c'était quasiment impossible. Malgré les déclarations de témoins oculaires, le conseil du mémorial de Yad Vashem s'est toujours opposé à ce que le nom Khaled Abdul Wahhab figure dans le jardin des justes. Pourtant, l'histoire de Khaled a conduit de nombreuses institutions juives, comme cette synagogue de Washington, à reconnaître officiellement son courage.
Aujourd'hui, en tant que fille de Khaled Abdul Wahab, je tends mes mains pour jeter un pont sincère vers mes frères et sœurs juifs. Ensemble, nous pouvons ouvrir un espace de dialogue et de rencontre entre les peuples. Une cérémonie comme celle-ci constitue une occasion idéale de rapprochement entre juifs et arabes. Merci. L'honneur rendu à Khaled est l'occasion de commémorer tous les Arabes anonymes qui ont porté secours aux Juifs en détresse. À suivre.